Non, mais je crois qu'il va y avoir une discussion sur chacune. Oui, c'est ça. J'ai eu beaucoup de mal à préparer cette intervention, je le confesse, parce que je me suis dit il faut que je choisisse dans ce que j'avais travaillé sur Annie Adel. Donc j'ai essayé de me concentrer un peu sur les sujets qui, il me semble, sont intéressants pour vous, disons, dans le cadre de ce séminaire. Du coup, je ne suis pas très bien certaine du temps que j'ai prévu. Donc, éventuellement, vous me donnez des coups de pied, des coups de coude pour me dire que j'arrête. Ou si je vois, voilà, enfin bon, bref. Bon, moi-même, je pense que je réagirai quand même. Mais voilà, c'est pour m'excuser au préalable du caractère éventuellement décousu de mon intervention. Et toujours dans les excuses, on commence toujours après les remerciements par beaucoup d'excuses. Encore des excuses parce que j'avoue que je suis arrivée aux guerres d'Italie par des détours sur lesquels je ne vais pas revenir, mais donc je ne suis pas spécialiste de l'histoire militaire ou de l'histoire de la bataille. Voilà, c'est un amour très récent, mais comme tous les amours récents, il est intense. C'est le zèle des nouveaux convertis. Voilà, c'est ça, c'est la passion. Donc voilà, donc j'en suis là. Mais du coup, il faudra évidemment m'excuser pour ces flambées qui éventuellement pourraient être par moment peut-être à côté de la plaque pour vous qui travaillez depuis longtemps sur ces sujets. Alors, pour commencer, donc, j'aurais voulu, en guise d'introduction, faire quelques brefs rappels. Et d'abord, des rappels concernant l'historiographie récente donc, des guerres d'Italie, qui sont, donc tu l'as rappelé à l'instant, disons, à nouveau, un objet qui est beaucoup travaillé ces derniers temps. Alors, les guerres d'Italie, effectivement, sont analysées maintenant, ça l'a été assez longtemps aussi, mais là, il y a, je crois, de nouveaux enjeux qui se font jour, comme ce que j'appellerais, dans un premier temps, disons, et faute de mieux, mais là aussi, on y reviendra, parce que c'est un terme problématique, hein, c'est la naissance de la guerre moderne. Je vous renvoie à plusieurs articles dans lesquels vous trouverez ces questions-là développées. Alors, autour de deux aspects. D'une part, il y a cette idée donc, qui est développée que les guerres d'Italie verraient, donc vous noterez évidemment l'importance du conditionnel, verraient le début de la brutalisation, et donc avec cette idée que cette brutalisation serait contemporaine donc, des guerres d'Italie. Alors en réalité, une brutalisation qui, pour ceux qui l'emploient, s'avère très différente de celle qui est définie par George Mosse. Bon, ça, je renvoie vite fait à ces travaux-là parce que j'imagine que vous les connaissez assez bien, cette fameuse brutalisation du champ politique allemand après la Première Guerre mondiale, sachant qu'on peut aussi d'ailleurs discuter cette brutalisation-là comme on peut discuter les usages de ce concept qui est finalement assez périphérique chez Mosse lui-même. Alors là, c'est autre chose. Ce qu'on appelle la brutalisation des guerres d'Italie, ce sont les sacs de ville, et avec cette idée que ces sacs de ville seraient nouveaux, c'est la mise en cause des civils dans les conflits, et l'augmentation donc, du nombre de morts dans les batailles, augmentation qui serait due à la fois à l'augmentation des personnels des armées, c'est-à-dire que forcément il y a plus de morts plus qu'il y a plus de personnel engagé dans les armées, et également un recours croissant à l'artillerie, évidemment, en plein développement. Donc ça, c'est le premier élément c'est cette historiographie récente des guerres d'Italie. Deuxième élément, on voit également développer l'idée que les guerres d'Italie seraient des guerres particulières parce qu'elles auraient engagé en fait la nature et l'existence même des États. L'idée, c'est que les États, avec les guerres d'Italie, finalement, ne vivraient que par et pour la guerre, et que également les États se seraient trouvés
au moment des guerres d'Italie, se serait trouvé menacé d'une manière inédite, justement, par la guerre. Là aussi, je vous renvoie à Machiavel. Enfin, on aura l'occasion plus d'une fois de revenir, évidemment, sur Machiavel. Mais Machiavel, par exemple, c'est aussi dans Le Prince, dit qu'à l'automne 1509, quand les Vénitiens récupèrent un certain nombre de villes sur la terre ferme, donc évidemment, ils construisent un certain nombre de monuments à leur gloire et à leur retrouvailles, surtout avec ces villes. Et Machiavel dit, eh bien voilà, enfin les Vénitiens ont compris, ils mettent des lions comme ils ont toujours mis, mais les lions, au lieu d'avoir un livre en main, ils ont une épée. Donc ça y est, ils ont retenu la leçon, et quelle est-elle? Puisque pour Machiavel, le problème de Venise, c'est celui que tu as rappelé tout à l'heure autour des armes propres, mais c'est aussi de ne pas avoir développé ce qu'on pourrait appeler, j'aime pas trop utiliser ce terme-là, parce que là aussi, il a des usages historiographiques différents, enfin disons une culture de la guerre suffisante. Donc là, les Vénitiens retiennent la leçon, ils ont changé leur lion, il n'est plus avec son livre, mais avec son épée. Donc, c'est le signe qu'enfin, l'État reconnaît finalement la nécessité de la guerre. Alors, là, sur le plan méthodologique, puisqu'on est justement des étudiants qui préparent des mémoires, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant quand même à noter aussi, c'est le problème qui est posé à nous, et je pense que les guerres d'Italie, c'est aussi un moment intéressant pour ça, de rencontre en fait entre ce qu'on appelle chez nous les médiévistes et les modernistes. Alors, je crois que la question se pose différemment chez nos collègues italiens, mais vous savez que chez nous, c'est quand même quelque chose qui est pesant et problématique, mais finalement, pour déclarer qu'une période est nouvelle ou qu'il se passe quelque chose d'inédit, il faut quand même d'abord pouvoir mesurer ce qui s'est passé avant. Donc, de ce point de vue-là, l'idée, je crois, de travailler en fait sur la longue durée, ou en tout cas d'avoir des échanges entre modernistes et médiévistes, c'est une question, enfin, une idée importante et qui est en train de se faire et qui va possiblement se développer dans les années à venir. Alors en fait, ce sur quoi je voudrais insister aussi, c'est que cette représentation des guerres d'Italie, elle est en réalité très dépendante d'une historiographie qui, elle, est beaucoup plus ancienne et qui nous est transmise par ces les deux fameux Machiavel et Guichardin. Vous avez là sur votre polycopie donc, deux extraits qui sont assez significatifs. On les lit rapidement si vous voulez bien. On ne peut en effet parler de paix lorsque les États ça c'est Machiavel donc, qui parle, lorsque les États se combattent souvent les uns les autres, mais on ne peut pas davantage parler de guerre là où les hommes ne sont pas tués, les cités ne sont pas pillées, les États ne sont pas détruits. Car les guerres devinrent si faibles qu'elles commençaient sans crainte, continuaient sans danger et s'achevaient sans dommage. Donc là, c'est dans l'histoire de Florence, et Machiavel est en train de parler des guerres d'avant. Les guerres d'Italie. Donc des guerres qui n'étaient pas des vraies guerres, selon lui. Guichardin, c'est dans ses avertissements politiques. Avant 1494, les guerres étaient longues, les batailles peu sanglantes et les moyens d'enlever une place forte, lente et difficile. Et si l'artillerie était déjà en usage, on la manœuvrait avec si peu d'habileté qu'elle ne nuisait guère. De ce fait, il était presque impossible à qui tenait un pays de le perdre. Les Français vinrent en Italie et ils introduisirent dans la guerre une grande rapidité. Donc là, on a finalement la construction d'un lieu commun, mais qui va vraiment durer, et dont nous sommes toujours les héritiers, à savoir qu'il y a eu une coupure en 1494, et que cette coupure, elle a radicalement changé la nature de la guerre. En réalité, ça pose quand même un problème, puisque le problème aussi, c'est quel est le statut de Machiavel et de Guichardin. Qu'on a parfois, enfin il me semble en tout cas, trop tendance à considérer comme des sources, c'est-à-dire que si Machiavel le dit, c'est que ça s'est passé comme ça, et à oublier qu'en réalité, Machiavel et Guichardin, ils sont porteurs d'un discours, et donc ils disent ce qui les arrange eux, pour ce qu'ils ont à défendre, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que ce sont des gens qui sont engagés dans la défense de propositions politiques. Pour Machiavel, la création justement d'une armée propre avec une forte proportion de fantassins. Et pour Guichardin, c'est la question de comment penser l'Italie.
comment faire l'histoire de la péninsule et comment penser l'Italie dans son ensemble. Et donc de ce point de vue-là aussi, Guichardin, il a intérêt à la fois à accentuer, disons, la coupure de 1494, on le voit dans tout le début aussi de son histoire d'Italie, créer un peu une sorte de mythe de l'Italie d'après Lodi, parfaitement pacifiée, etc. En fait, on s'aperçoit qu'une grande partie des historiens ont effectivement emboîté le pas donc, à ce qui est devenu un lieu commun. J'utilise le lieu commun pas du tout dans un sens très... Voilà, c'est l'idée répandue tout simplement. Avec cette idée donc, que les guerres médiévales, en tout cas celles du XVe siècle, étaient donc des petites guerres, sans vraie bataille, et qu'il a fallu attendre les guerres d'Italie pour que s'impose en Europe la vraie guerre, que se trouve également modifié donc, le régime de la bataille, cette dernière devenant enfin brutale, meurtrière et donc décisive. On a là donc cette fameuse naissance, disons, de la bataille moderne. Une question qui est un peu périphérique à ça, mais vous allez voir le lien, qui je trouve est assez symptomatique, c'est qu'on trouve dans un certain nombre d'articles, je ne les cite pas ici, mais l'idée que, par exemple, les guerres de conquête de l'Amérique espagnole auraient, donc vous savez qu'on explique l'effondrement des empires amérindiens par le fait justement de la rencontre, disons, de deux anthropologies différentes, et en particulier le fait que les Amérindiens face aux conquistadors ne comprenaient pas la logique de la guerre nouvelle portée par les conquistadors, et en particulier la logique qui constituait à faire des morts et non pas à faire des prisonniers pour ensuite négocier, etc. Finalement, on voit, j'ai lu plus d'une fois, donc que c'était finalement assez normal, puisque Cortés était allé, avait fait ses expériences sur les champs de bataille des guerres d'Italie, ce qui n'est pas vrai, ça n'est absolument pas avéré, que ces troupes avaient l'expérience des champs de bataille des guerres d'Italie. Ça, c'est peut-être davantage possible, mais j'ai cherché, je n'ai pas trouvé de travaux sur la question. Donc d'ailleurs, avis aux amateurs, pour ceux qui cherchent des sujets de thèse, il y a peut-être quelque chose à faire. Quoi qu'il en soit, le lien n'est pas absolument avéré. Il n'empêche que si on fait cette filiation, qui est problématique, parce que du coup, elle revient aussi un peu à gommer, disons, le caractère propre de la guerre coloniale, c'est parce qu'on assigne aux guerres d'Italie cette nouvelle fonction, justement, qui est d'introduire cette guerre meurtrière. Donc tout ça, on aura l'occasion d'y revenir. Deuxième point de mon introduction, Agnadel, donc la bataille oubliée des guerres d'Italie, point d'interrogation parce que tout de même il ne faut pas exagérer, mais je fais référence, vous voyez que je cite un ouvrage qui est ce qu'on appelle un ouvrage grand public, qui est destiné donc à diffuser, disons, voilà, les mille et une batailles qui ont changé le cours de l'histoire. Donc voilà, bref, je tombe sur ce livre dans une librairie, donc je l'ouvre évidemment, parce que j'étais quasiment à la fin de la rédaction de mon mémoire, donc j'avais un peu les chocottes. Et 1503, la bataille de Garigliano, donc bataille qui oppose les Français aux Espagnols, les Espagnols soutenus d'ailleurs par Bartolomeo d'Alviano, dont on va reparler. Et ensuite, alors pour ce qui regarde uniquement les batailles des guerres d'Italie, après 1503 Garigliano, on passe directement à 1512 Ravenne. Donc là, mais il n'y a rien entre les deux, il y a rien. Il y a d'autres batailles, il y a la bataille de Diu et la bataille de Goa, donc, qui sont en 1509 et en 1510, donc ces années, elles sont bien représentées, mais Agnadel n'existe pas. Alors, si j'exclus son utilisation historiographique pendant le XVIe siècle, sur laquelle je reviendrai, en fait, assez rapidement, Agnadel, finalement, n'intéresse pas grand monde. Michelet, par exemple, d'où il en parle, bien sûr, dans son histoire de la Renaissance, mais c'est une bataille qu'il n'aime pas.
parce que pour lui, Louis XII a fait une grave erreur en allant s'attaquer à ce qui, évidemment, là on est dans l'historiographie républicaine, pour Michelet, Venise, c'est le temple du savoir, du partage, etc. Donc c'était une grave erreur. Agnadel figure effectivement dans certains manuels scolaires, en particulier le fameux Blanchet-Toutain, qui était le manuel le plus répandu dans l'entre-deux-guerres, puisque c'est la bataille de Louis XII. Cela dit, il faudrait vérifier, je ne l'ai pas fait, j'avoue, vérifier si on le trouve dans tous les manuels, j'en suis pas tout à fait certaine. Et globalement, effectivement, Agnadel, je reprends les termes d'un historien américain qui disait que c'est enfoncé dans les brumes de l'histoire, y compris d'ailleurs sur le plan de la commémoration, c'est-à-dire que, puisque là on est encore effectivement dans les logiques de la preuve l'an prochain avec 2015, de commémoration des guerres d'Italie. En 2009, donc il y a eu je ne sais pas si on peut appeler ça une commémoration à Venise, mais en tout cas il y a eu 2 publications dont vous avez les références ici, qui témoignent d'un intérêt en Italie, donc pour cette bataille. Si les commémorations nationales en France, on a commémoré Calvin, beaucoup, on a commémoré Étienne Dolé, on a commémoré la voûte peinte de la cathédrale d'Albi. Alors sur le site des célébrations nationales, comme il y a une petite chronologie, à part, on voit bien qu'effectivement il s'est passé quelque chose que Louis XII a gagné une bataille contre les Vénitiens, mais voilà, on ne commémore pas. Donc, c'est bien le signe, effectivement, d'un délitement, je dirais, de l'histoire d'Agnadel, en tout cas, depuis, finalement, depuis le XVIe siècle. En réalité, je pense qu'on a toujours réglé son compte, je dirais, trop vite, peut-être, à Agnadel pour une raison assez simple mais qui est importante, c'est le fait que entre mai et juin 1509, Venise perd tout, tu le rappelais tout à l'heure, mais c'est vrai aussi que très rapidement, c'est-à-dire dès l'année d'après, elle récupère tout. Et donc, finalement, le regard de l'historien qui voit ça après, c'est effectivement, finalement, ça n'a pas été une bataille décisive, puisque, en réalité, les pertes ont été temporaires et minimes. Mais ça, c'est le regard de l'historien. Et donc, le problème, effectivement, c'est ensuite de pouvoir se remettre, je dirais, comme au ras du sol et au plus près de l'événement et de considérer en quoi, si, finalement, pour les contemporains, elle a pu être débitrice. Elle a pu être décisive. J'anticipais sur ma phrase suivante, à savoir que là encore, on est en grande partie débiteur de Machiavel, parce que pour Machiavel aussi, il a des mots de toute façon très durs pour les Vénitiens, ça c'est certain tout le temps, mais particulièrement parce que certes, même si je le rappelais tout à l'heure, il reconnaît que ils ont retenu la leçon et qu'ils veulent bien mettre une épée plutôt qu'un livre à leur lion. Il n'empêche que de toute façon, il est aussi sévère par exemple contre Louis XII et Maximilien, en disant voilà, on a 2 souverains qui sont là en Italie, il y en a un qui peut mais qui veut pas, il y en a un qui veut mais qui peut pas faire la guerre, entendu. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça qu'il ne se passe rien et que pour lui, c'est un moment qui n'est pas très intéressant. Alors, pourquoi est-ce que, si quand même, cette bataille-là, elle est intéressante et qu'on peut en tirer des enseignements, je vais essayer de le montrer donc, autour de deux questions. D'abord, la première question
qui sera éloigné de la question de la bataille, mais en réalité, j'y viendrai assez rapidement, autour de la question de la communication, finalement, autour de la bataille. Et ensuite, la deuxième question, ce sera autour de la bataille elle-même, du champ de bataille. Finalement, qu'est-ce que c'est que le champ de bataille d'Agnadel? Donc d'abord, effectivement, l'idée qu'on a là, on est à un moment où il y a une communication hors norme autour de la bataille. Alors, toujours la question qu'il faut se poser, c'est finalement, est-ce que c'est nouveau, hein, en fait, parce que oui, on pourrait alléguer que déjà, Charles VIII, quand il descend le long de la péninsule en 1494, Charles VIII s'était déjà entouré de nombreux chroniqueurs, historiographes, propagandistes, etc. Que donc finalement on est habitué, et puis sans même parler de Charles VIII, encore avant, bien sûr, hein, on sait qu'on a des tas de récits de bataille qui peuvent témoigner finalement d'une activité de communication autour de la bataille. Alors, certes, mais je crois qu'il y a quand même deux nouveautés à prendre en compte là pour ceux qui regardent 1509. La première nouveauté, c'est que en 1509, tout de même, l'industrie de l'imprimerie s'est quand même considérablement développée, améliorée, des ateliers nouveaux se sont implantés et surtout les usages de l'imprimé se sont multipliés. Donc on a désormais un média, disons, qui est beaucoup plus efficace qu'il ne pouvait l'être auparavant, et on va voir qu'effectivement, c'est l'imprimé qui là a un rôle particulier en 1509. Deuxième nouveauté aussi à prendre en compte, et qui je crois vraiment distingue très clairement ce qui se passe en 1509 de ce qui pouvait se passer en 1494, c'est que Charles VIII avait donc stipendié des hommes de lettres chargés de faire des comptes rendus après l'expédition, qui étaient en fait pour une grande partie d'entre eux avec, mais c'était un discours qui essentiellement avait pour fonction de relater la geste italienne de Charles VIII, et qui donc était un geste largement postérieur, disons, à l'événement. Là, ce qui est frappant avec Louis XII, c'est qu'on a une communication très différente. Une communication qui anticipe, qui prévient, une communication qui accompagne, qui évidemment suit aussi, bien sûr, mais on voit bien qu'il y a un rapport à l'événement qui est très différent et qui, surtout, peut-être, voilà la naissance, disons, de la notion d'actualité. C'est-à-dire le fait qu'il faut être dans l'urgence et tout de suite diffuser l'information. On n'a pas à attendre que la victoire soit assurée pour ensuite faire un beau texte qui sera agrémenté d'ornements, etc. On fait de la copie très vite, c'est mal imprimé, mais c'est pas grave, ça part tout de suite. Et donc c'est ça qui est important, ce caractère d'urgence, disons, dans la communication, et qui est là pour le coup, je crois, quand même tout à fait nouveau. Donc, que se passe-t-il avant la bataille et donc même avant la guerre? On peut parler donc d'une propagande annonciatrice. Je rappelle rapidement le contexte, puisqu'on ne l'a pas encore rappelé, et c'est très mal. Pourquoi la guerre, quand même? C'est pas inutile des fois de le dire. Pourquoi la guerre? Eh bien parce que elle se fonde d'abord sur un anti-vénétianisme européen qui est très largement partagé, qui est très ancien, qui remonte finalement au débat que Pie II, déjà, il y a plus de 50 ans, autour de la question de la croisade. Il avait eu des échanges très vifs avec les Vénitiens, dont il avait le sentiment qu'ils ne voulaient pas suivre, etc. Bon, bref, il y a un anti-vénétianisme européen très fort de ce point de vue-là, qui est aussi fondé sur l'impérialisme vénitien, sur la terre ferme, c'est-à-dire que Venise, depuis 100-150 ans, n'est plus seulement cette cité maritime que
tout le monde louait, avec ses ports et avec surtout sa puissance sur la Méditerranée, mais elle est aussi devenue un État territorial qui s'est considérablement agrandi et qui va chatouiller, si je puis dire, les possessions françaises, en particulier du duché de Milan. C'est-à-dire que les Vénitiens sont les voisins des Français, en réalité, à travers la frontière du duché de Milan. Ce n'est pas sans poser des problèmes aussi, d'ailleurs, à Venise, parce que c'est un changement de nature du régime vénitien, qui suscite des débats aussi internes. Mais déjà, pour la France, en tout cas, c'est un problème. Elle gêne aussi le Saint-Empire. Pourquoi ? Parce que dans son extension, eh bien, elle s'avance sur les contreforts alpins. Et donc, le Saint-Empire voit ça aussi comme un danger, et puis il y a une sorte de la polarisation, disons, du conflit entre le Saint-Empire et Venise, avec le fait que Maximilien veut se venir à Rome, évidemment, pour se faire couronner, que donc il demande l'autorisation de passer en armes sur les territoires de Venise parce qu'il n'a pas le choix, et que, bon, c'est mal vécu par les Vénitiens, évidemment, donc voilà, les cristallisations du conflit autour de cette question-là. Conflit aussi entre Venise et la papauté, à cause de conflits autour d'un certain nombre de bénéfices, à cause aussi d'un certain nombre de villes de la Romagne qui se sont récemment tournées vers Venise, alors que la papauté clame, disons, sa prééminence dessus, et puis conflit à cause de la politique turque, en fait, de Venise. Donc, en fait, Venise a tout le monde contre elle à ce moment-là. Conséquence de cet anti-vénétianisme, c'est la signature donc, de la Ligue de Cambrai en décembre 1508. Je passe sur les détails extrêmement compliqués. Là aussi, de longs mois de tergiversation, le pape mettra du temps à signer, etc. Par ailleurs, quand même une question de communication justement qui est propre à cette Ligue de Venise, et là qui est importante de rappeler parce que ça détermine justement ce qui se produit après. Les Vénitiens, donc dans cette Ligue de Cambrai, il y a des articles secrets qui exposent finalement l'attaque de Venise et qui règlent même très précisément le moment où les Français attaqueront, ensuite l'Empire, etc., la répartition des rôles entre les belligérants. Donc évidemment, les Vénitiens n'en sont pas informés, mais ils sont juste informés qu'il y a cette Ligue de Cambrai qui est juste présentée comme une entente entre les différents États. Mais les Vénitiens veulent en savoir plus et ils n'arrivent pas à en savoir plus. Alors que pourtant, ils ont quand même un système justement d'information via leur ambassadeur qui est extrêmement sophistiqué, mais là, ça coince. Donc, de toute façon, très vite, le problème de l'information et donc de la communication, de savoir ce qui se passe autour de la Ligue de Cambrai est très important. Donc, une série de textes sont développés. Vous les avez ici sur vos polis. Pierre Gringor, donc l'entreprise de Venise, l'Union des Princes, André de Lavigne, le libelle des 5 villes d'Italie et les ballades de bruit commun, qui sont tous publiés aux environs du mois de mars 1509. Donc, je n'insiste pas trop donc, sur ces textes parce qu'ils intéressent à mon avis moins l'histoire militaire que l'histoire politique et diplomatique ou encore une histoire politico-culturelle, mais c'est vraiment des textes absolument passionnants. Je vous invite à les regarder si vous en avez l'occasion. Cependant, je voudrais quand même mettre en évidence 3 intérêts autour de ces textes. D'abord, la justification par la croisade. C'est ce que ces textes portent. Il va falloir faire la guerre parce qu'on est dans une logique de croisade, qui me semble être une justification rendue nécessaire par le fait qu'en réalité,
la guerre ne va pas de soi. Et là aussi, c'est un point important à souligner. On le voit dans toute une série de textes, soit de ces années-là, je pense aux épîtres envoyées au roi par Jean d'Othon, y compris à l'avertissement de Claude de Seyssel dans sa victoire contre les Vénitiens. C'est-à-dire là, pour le coup, c'est publié après, mais il fait très clairement référence au fait qu'il n'y avait pas consensus autour de cette guerre, et donc qu'il faut toujours la justifier. Deuxième élément, c'est que cette justification par la croisade n'empêche pas que soient également clairement exprimés les buts de guerre du Royaume de France en particulier, qui sont l'installation durable de la France dans la péninsule, et aussi l'anti-républicanisme, qui est très présent et très virulent dans ces textes. Et enfin, troisième élément, c'est la littérature comme moyen de divulgation. C'est-à-dire que les articles secrets ne sont pas rendus publics. Il n'empêche que, il suffit de lire il faut lire la littérature pour savoir ce qui se passe sur le plan diplomatique. Donc là aussi, c'est des questions assez intéressantes. Il y a plus par ailleurs, c'est-à-dire ces textes n'annonce pas seulement la descente prochaine de Louis XII, mais aussi sa victoire assurée. Ce qui nous donne là des textes tout à fait différents, c'est-à-dire qu'on n'a plus un discours argumenté qui doit convaincre du bien fondé de l'intervention, mais en revanche l'inéluctabilité de la victoire. Donc des textes de propagande très différents, vous les avez ensuite après, c'est la complainte de Venise, le grand credo de Venise, et également une propagande italienne avec la Frottola Nova contra Venetiani, qui est, attention, soit française, c'est-à-dire qu'on se sert de Milan pour traduire des textes français et les diffuser dans la péninsule italienne, puisque de toute façon la péninsule italienne est elle-même anti-vénitienne, soit de Ferrare lui-même, je reviendrai, et Ferrare est un lieu de l'anti-vénitianisme dans ces années-là.